ce qui est terrible, c'est que dès que quelqu'un pense agir au nom du bien, il a le droit de n'importe quoi. Fondamentalement, être française, ça doit signifier adhérer à une forme d'humanisme. Ma dernière fille porte un prénom sublime. Elle s'appelle Liberté. C'est son prénom. Bienvenue à tous. Vous étiez très nombreux la dernière fois pour notre tout premier podcast avec Charles Aloncle à avoir visionné cette émission sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. Merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez évidemment suivre ce podcast. Quelle histoire! Aujourd'hui, Alexandre Jardin, écrivain qu'on ne présente plus. Vous êtes puissant. Vous avez déjà écrit une trentaine de livres, mais aujourd'hui, lorsqu'on vous voit, je vois moi un seul mot qui jaillit de vous, c'est le mot amour. Amour, pourquoi ? Parce que votre dernier livre est sorti chez Michel Lafon, La femme qui inventa l'amour. Mais au-delà même de cet amour-là, on va parler de l'amour de la France. Et déjà, est-ce qu'il y a un parallèle ? Comment faire ce parallèle entre l'amour, comment vous le décrivez de façon exceptionnelle, qui transporte, qui permet tout, qui supporte tout, qui permet de s'envoler, qui permet de faire face à toutes les contraintes, et l'amour de la France? C'est la même énergie. Et je suis convaincu que c'est la transformation qui nous arrive lorsqu'on bascule, vraiment, lorsqu'on est réveillé par l'amour. Oui, c'est un mot que vous utilisez. Réveillé. Lorsqu'on est véritablement réveillé, on accède à sa pleine puissance, à sa pleine créativité. Et je pense que si on l'engage dans la vie publique, cette intensité-là, cette absence de peur. Parce qu'au début du roman, ça se passe dans une société chinoise qui n'avait pas encore inventé l'amour et qui est encore dominée par la peur, la domination de l'empereur de Chine. Et elle va se réveiller et elle comprend qu'elle n'est plus dans la peur. Et je pense que si nous sommes capables, dans notre vie intime, personnelle, de sortir du sentiment de la peur par l'expérience de l'amour qui réveille, on va être des très grands citoyens. Là, ça m'intéresse, mais de façon puissante. Alors, ça, c'est l'histoire donc d'une femme libre et audacieuse qui bouleverse les codes amoureux de son époque. À travers elle, vous explorez, Alexandre Jardin, la passion, la transgression, la puissance créatrice de l'amour, présentée comme une force capable de défier les conventions et de réinventer la vie. Oui, comment appliquer ça à la France ? C'est fou parce que lorsque vous parlez de la peur, l'absence de peur, c'est exceptionnel. Mais oui, on voit bien que quand on allume des télés, quand on écoute des podcasts... Anxiogène tout de suite. Ben oui, c'est des logiques de peur. Et il y a sur Terre en ce moment des gens qui se baladent devant des écrans et qui agitent des peurs en permanence. Des politiques aussi. Oui, oui, ils sont essentiellement construits sur ces logiques-là. Or, on ne peut pas vaincre ces logiques autrement qu'en étant plus fort en amour. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est invulnérable. À ce moment-là, on n'a plus la trouille. On y va parce qu'on doit y aller. Parce qu'on est dans un éveil très profond. Elle le fait dans le livre, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se transforme intérieurement et elle va créer le mot, l'amour. Le mot n'existait pas. Elle le dessine et donc à partir du moment où il y a un mot, il peut se transmettre. Et il va se transmettre dans la culture chinoise et il va réveiller le moi et surtout le moi des femmes. Parce que quand une femme dit « je t'aime », c'est elle qui dit. C'est pas sa famille, c'est pas son clan. Tout à coup, elle se décolle et elle se réveille véritablement. D'où les énormes problèmes que je décris dans le roman avec l'Empire chinois, parce que ça remet en question les cultures d'obéissance. Et je pense que c'est la même chose que je suis en train d'expérimenter en ce moment. Ce matin, avec l'association des Sentinelles de Vauban et avec le Réveil des terroirs, et Fabien Bouglet aussi qui a rejoint, on a déposé un recours devant le Conseil d'État pour casser la PPE 3, la loi qui va faire exploser la facture d'énergie. Oui, alors rappelons que c'est un coup de force, parce que faisant fi même du Parlement, voilà, c'est le pari électrique de la France de 2035. Oui, mais ce qu'on appelle coup de force, ça veut dire sortie de la démocratie. En vrai, c'est ça. Le texte a été publié sans le Parlement. Sans le Parlement. C'est un décret qui, tout à coup, engage 300 milliards ou plus, selon les estimations,
sans que la démocratie fonctionne normalement. Et je me rends compte que il y a beaucoup de gens qui gueulent, qui disent ça va pas, mais les gens n'y vont pas. Et là, on a réuni plein de gens, et par amour pour la France, on est allé le déposer au Conseil d'État ce matin. Et on va gagner par amour. On va gagner par amour. J'aime bien parce que vous disiez parce qu'on va parler un langage juste. Oui, que l'amour, c'est remettre en question les situations d'obéissance. Ben oui, c'est ça. Et cette espèce de discours sur la fatalité, comme quoi on devrait s'écrabouiller et qu'il y aurait des forces absolument impossibles à bousculer. L'amour, c'est fait pour bousculer. Or, qu'est-ce que je vois derrière cette histoire de PPE ? Moi, je connais beaucoup de gens âgés qui ont des minuscules retraites. Et je vois bien je pense à deux dames qui se chauffent de moins en moins. Et quand on est vieux, on a une circulation sanguine, on souffre davantage du froid. Il n'est pas question de ne pas faire attention à ces dames. Il est question de les aimer. Et de se battre pour elles. Et de se battre pour elles. Mais en les aimant. Et en aimant notre France. Et il y a plein de gens qui me disent « Mais non, ça n'a jamais marché parce que le Conseil d'État est infiltré de macronistes, de machins, de trucs. » Je pense qu'ils ont une puissance d'amour en eux. On va essayer de la réveiller. Qui n'est pas réveillée. Oui, on va essayer. Comment réveiller son amour pour la France ? En s'apercevant que ça rend très heureux. Toutes les fois où on a été gouverné par des gens qui nous ont aimés, mais vraiment aimés. Donnez-moi un exemple. Charles de Gaulle. Pourquoi est-ce que ça a aussi bien fonctionné ? Parce que derrière chaque décision, personne ne doutait du fait qu'il nous aimait. Personne ne pensait qu'il était là pour prendre des valises de billets de banque. On n'y pensait même pas. Tellement l'amour était évident. Moi, je me souviens, j'ai vu un documentaire quand j'avais 13 ans, qui avait été interdit par le pouvoir de l'époque, sur la France et la collaboration, qui s'appelait « Le chagrin et la pitié ». Et on voyait Mendès France qui racontait son évasion à Vichy. Je ne savais pas qui c'était, j'avais 13 ans, mais ce mec m'a plu. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'amour chez lui. Et je m'étais procuré, j'avais 13 ans, je m'étais procuré l'adresse de Mendès, je lui avais envoyé une longue lettre. Et 8 jours après, il répond. Il répond à un enfant de 13 ans. C'est un geste d'amour. Incroyable. C'est un vrai geste d'amour. Et c'est incroyable parce que ce geste d'amour, c'est celui-là aussi que vous avez envie de transmettre. Oui. Parce que moi, lorsque je vois votre parcours, lorsque je vois, vous étiez jeune aussi, lorsque vous avez publié le premier livre qui a vraiment, on a beaucoup parlé du Zère, mais on a aussi parlé de votre premier livre, Bille en tête. Bille en tête, voilà, qui a cartonné. Et on se dit, comment passe-t-on d'être écrivain, celui qui est le romancier, celui qui fait vibrer effectivement le lecteur, à celui qui fait vibrer les Français à travers les gueux, à travers cette mobilisation citoyenne, à travers différentes mobilisations. Les Zèbres aussi, vous avez créé une mobilisation citoyenne qui s'appelle les Zèbres. Beaucoup de mouvements. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? D'écrivain. D'abord, je n'étais pas réveillé à 20 ans. Je publiais des livres qui étaient des gros succès, mais j'étais assez endormi. Je dormais ma vie. Je ne m'occupais pas des autres. J'étais une petite starlette de la littérature qui était enfermée dans son confort et qui ne s'était pas réveillée, qui n'avait pas encore rencontré vraiment les autres. Et puis, par le militantisme associatif, j'ai fondé énormément de choses. J'ai cofondé Lire et faire lire, qui embarque les retraités français. Aujourd'hui, on a près de 20 000 qui font lire près de 800 000 enfants chaque année. Ça veut dire qu'on va discuter dans des sous-préfectures, dans des quartiers ouvriers de Saint-Étienne, et on aime les gens. Donc c'est le parallèle avec votre engagement citoyen qui vous a permis de vous réveiller même à travers vos livres. Oui, et puis après, j'ai fini par me réveiller dans un lien amoureux. Il y a 6 ans. Et ça, c'est la grâce, lorsque un être vous emmène beaucoup plus haut. Lorsqu'un être vous fait changer de niveau, vous fait quitter votre petit moi, vos petites préoccupations,
Je dis en général qu'on est en lévitation. Oui. Et vous fait rentrer dans cette forme de grâce. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que juste avant de venir, je racontais, en sortant d'un café, je tombe sur 2 bonnes sœurs qui, en riant, viennent vers moi et me disent « Ah, on prie pour votre femme. » Comme ça dans la rue. Oui, je dis « Mais pourquoi ?» Je dis « Mais parce qu'on a compris que c'était une âme élevée. » Oui. Elle vous a bousculé, cette rencontre vous a bousculé il y a 6 ans, très profondément, et vous a réveillé, comme vous dites, vous a réveillé à l'amour, vous a réveillé à l'amour de la France. Et à l'amour de la France, à cet engagement que l'on peut avoir. Et c'est vrai que cet engagement, moi j'aime bien insister parce que à chaque fois que je vous entends parler de l'amour, à chaque fois que je vous entends parler de votre amoureuse, je me dis qu'on peut aussi avoir cet amour pour la France. On peut aussi être la même énergie, de la même façon. On peut aussi être en lévitation pour la France. On peut se réveiller le matin et se dire que je vais me battre avec le sourire, avec justement avec un plaisir, avec comme vous le faites avec les gueux, comme vous le faites pour la PPE3, comme vous en parlez. Qu'on gagne et qu'on va gagner. Oui, oui. Je n'ai aucun doute. C'est-à-dire qu'on a une crise démocratique. On voit bien qu'on peut passer 300 milliards en se foutant du Parlement, on voit bien que le rapport de confiance est complètement rompu entre la classe politique et les gens. Enfin, les chiffres, à chaque fois qu'il y a une étude qui sort, c'est toujours plus affolant. Et parce que le lien démocratique ne fonctionne plus. Donc on va le rétablir de manière extrêmement affective. Oui, parce que qui dit lien démocratique dit aimer le peuple, respecter le peuple et s'intéresser. Et s'intéresser. Et s'intéresser. On revient à ce que vous disiez de Charles de Gaulle. Ben oui, cet homme s'intéressait à son peuple. D'abord, il avait la politesse de lui parler un français que tout le monde comprenait. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ceux d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Manifestement, il n'aime pas le peuple. Quand on aime une femme, on lui parle de choses qu'elle entend profondément. Je veux dire, ça passe aussi par ça. Et s'intéresser vraiment. Ce qui m'a stupéfait dans l'histoire des ZFE, ça a été la grande crise qui a fait naître le mouvement des gueux, c'est qu'au fond, tout le monde s'en foutait. C'est-à-dire, on ne s'intéressait pas à ces millions de gens qui tout à coup étaient dans l'impossibilité de vivre. Et qui criaient dans le désert. Et qui supportaient effectivement sans pouvoir avoir une caisse de résonance. Il y avait des gens dans mon village, ils étaient tous virés. Il y avait 97% de mon village qui étaient virés, des villes. Et comment allaient-ils se soigner ? Il y avait des gens qui étaient dans des traitements réguliers. Comment allaient-ils travailler ? Comment... il y avait beaucoup de pères divorcés qui ne savaient pas comment récupérer les enfants le week-end. En fait, la vie, quoi. Et en fait, quand j'allais parler avec des leaders écolos à Paris que je connaissais, ça les dérangeait pas plus que ça. C'est ça. Mais c'était incroyable. Je me disais, mais attends, au lieu de suivre ton idée, tu peux pas t'intéresser à quelqu'un ? Et au fond, la puissance des mouvements citoyens qu'on est en train de lever, c'est qu'on s'intéresse pour de vrai. Le père qui peut pas récupérer ses gamins le week-end et qui a peur de perdre la garde parce qu'il s'entend pas avec son ex, c'est ça la vie. C'est juste le rétablissement de la politique au sens noble du terme. Écouter les gens, écouter l'autre, écouter leurs cris, s'adapter à leur quotidien. Et ces politiques-là, ils ont disparu. On est obligé aujourd'hui d'en passer par vous. C'est-à-dire d'en passer par vous, les et par deux, tous les gens qui viennent à nous. Oui, mais c'est pour ça que les gens viennent à vous. Parce qu'ils viennent. Parce qu'ils savent, ils comprennent que vous aimez la France, ils comprennent que vous les écoutez, ils comprennent que vous les aimez. Mais nos politiques ont disparu. Nos vraies politiques ont disparu. Hier matin, je sors d'un café, il pleuvait. Il y a un grand gaillard, qui est un grand costaud, qui s'arrête devant moi, qui me dit « Comment vont les gueux ?» On commence à parler. C'est un ancien patron de la gendarmerie, un général. On se met à parler. Je lui explique qu'on est en train de préparer des référendums, que j'ai besoin que ces réseaux puissent tester la validité de ce qu'on va proposer dans nos référendums. Je dis, OK, bon, on se met autour d'un café, on discute. Ça se fait comme ça. Ça semble incroyable ce que je raconte. Mais notre mouvement est en train de s'étoffer dans la rue. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que vous marchez dans la rue, vous rencontrez des bonnes sœurs dans la rue, vous rencontrez des gens dans la rue, vous vivez avec les Français.
Avec les Français, pour les Français. Et ils viennent travailler. Et ils viennent Oui, travailler oui. pour notre mouvement. Oui, c'est ça. Mais je leur demande du boulot, quoi. Je ne leur demande pas de me serrer la main. Vous n'êtes pas avec une voiture à cocarde en train de vous balader dans toute la France. Non, vous êtes au plus près des Français pour discuter avec eux, pour les écouter et pour les embarquer. Pour les faire bosser. Oui, pour les faire bosser pour la France. Oui. Et là, on est en train d'embarquer des équipes. On a encore des problèmes technologiques à régler parce qu'on a fait le choix d'un truc a priori un peu dingue au départ. C'était d'arriver à mettre sur une blockchain. Une blockchain, c'est quoi? C'est 500 000 ordinateurs qui sont reliés par un code et on peut pas tricher. En fait, ça sert à faire circuler les crypto-monnaies. Donc, c'est ultra fiable. Et aucun service secret du monde entier ne peut rentrer parce que si on intervient dessus, ça se voit sur les 500 000 ordinateurs. Il n'y a pas d'ordinateur central. Et on a décidé d'utiliser les blockchains comme support technologique pour lancer des référendums. C'est-à-dire infalsifiables. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer une application et on pourra lancer des référendums et les Français pourront voter avec leur téléphone et leur carte d'identité. On fera un code qui reste dans le téléphone. Je ne veux surtout pas que ça bouge et qu'on ne puisse jamais remonter à la personne pour savoir s'ils sont français, s'ils sont majeurs, qu'ils ne votent pas deux fois. C'est une prouesse technologique démentielle. On fait ça avec les sous des gueux, mais bien sûr, presque personne n'est payé là-dedans, parce que ça nous coûterait des millions. Et d'où vous prenez l'argent? Comment vous faites votre financement? On a lancé le mouvement des gueux, il y a 10 000 personnes qui viennent cotiser, donc on se sert de ces cotisations, et puis dans les équipes technologiques, la plupart ne se font pas payer au vrai prix. Et il y a des gens du monde entier, des communautés high-tech, qui se disent que si la France renoue avec la démocratie référendaire, ça sera un exemple pour le monde. Donc ils viennent par amour. Par amour. Et pour la démocratie. Ouais. Faire parler les gens directement. C'est ça le référendum. Mais ils le font par amour. Oui. La base du référendum, c'est je ne pense pas que tu aies eu un con ou une conne. Oui, c'est ça. Tu existes, tu as ta noblesse, ton point de vue. Tu as ton pouvoir, tu as le droit de penser, tu as le droit d'agir, tu as le droit de donner ton avis. Et alors, nos voisins suisses, ils fonctionnent déjà comme ça. Et leur société, elle marche mieux. Hein. Bien sûr. Mais elle marche vraiment mieux. Ils s'engueulent et ils tranchent. De manière démocratique, au lieu de faire, comme pour la PPE3, des décrets en contournant tout le monde. Donc on est tranquillement en train de préparer ça, et puis on va installer le pays dans la culture référendaire. Dès qu'on sera prêt, on va faire en sorte que la nation tranche ces grands sujets avant Noël, sur une quinzaine. Comment? On va lancer 3 vagues de référendums. Et à chaque fois, on a un objectif, parce que pourquoi on le fait? On le fait par amour. Et sur quel sujet vous allez lancer les référendums? Quasiment tout, mais on va profiler les questions avec à chaque fois 5 ou 7 points techniques pour que ça marche. Donc c'est pour ça qu'on a besoin, on fait travailler des grosses équipes. De manière, en tout cas mon rêve, c'est que presque tous ces référendums passent à plus de 80%. C'est-à-dire que la démocratie en ce moment officielle et qui dysfonctionne, elle fragmente. Tout le monde se déteste. Or, on ne peut pas vivre là-dedans. Tout le monde se déteste et des politiques jettent de l'huile sur le feu pour continuer à se détester. Oui, pour avoir leur petite part de marché. Donc, on va essayer de refaire de l'union. Tout ça sans entendre les gens, sans entendre les Français. Ceux qui ont besoin d'être entendus. Comme vous dites, ceux qui ont besoin d'être chauffés en hiver, et les agriculteurs, les personnes âgées, enfin tout le monde. Tous les agriculteurs, c'est évident qu'on doit garantir la sécurité alimentaire des Français. C'est évident, quoi. On ne va pas mettre en danger notre peuple. On est à près d'un an de la présidentielle, Alexandre Jardin. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des gueux, justement? Quel tremplin ou quelles étapes? Moi, je suis une Française, je viens vous suivre, par exemple, pour les gueux. Comment est-ce que vous allez, j'ai bien compris la partie pour le référendum, mais comment est-ce que vous allez continuer à nous représenter pour que notre voix, la voix des Français qui aiment leur pays et qui veulent sauver leur pays, puisse être entendue? Parce qu'on sait, Alexandre Jardin, qu'on est sur une dernière ligne droite. On sait que 2027 est un moment capital. Et vous avez envie de mobiliser les Français qui aiment la France pour 2027. Par ces processus référendaires. D'abord. C'est capital. Hein. C'est-à-dire que, parce que pour l'instant... Donc là, jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre,
on va permettre aux pays qui n'arrivent pas pour l'instant à s'exprimer. De toute façon, Macron et les partis ne veulent pas qu'ils s'expriment. Donc, on l'a bien compris. Voilà, on l'a bien compris. On le voit là avec la PPE, voilà. On le voit avec les législatives de 2024. Ils on n'entend plus, on n'écoute plus les Français. On voit avec ces agriculteurs qui vont à Bruxelles, qui sont dans la rue. Voilà, les Français, on les entend. Ils disent qu'ils n'en peuvent plus de ne pas être écoutés. Écoutez, donc, déjà, on va leur permettre d'apparaître par ces chiffres. Et je vais me balader partout. On est en train d'embarquer d'énormes mouvements qui, par paquet de 100, 200 000, 300 000, vont télécharger l'application. Et c'est pas un sondage sur 1000 personnes. Hein. C'est une nation qui pourra voter avec sa pièce d'identité. Et quand elle se sera exprimée, déjà, on sera dans un contexte très différent. Parce que pour l'instant, les politiques jettent des trucs, mais pas à partir de ce que les gens disent. Donc, on va remettre au cœur du débat français... C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les sondages, on va dire, et effectivement ce que décident les politiques. Oui, le grand écart incroyable. Il y a un grand écart de fou. Mais comment est-ce que vous allez faire après, justement, pour les connecter votre résultat au candidat à la présidentielle? Alors, on verra en fonction du nombre que nous serons. Si on est 1 million, 2 millions, 3 millions, notre poids va être majeur. Et nous déciderons si on va à la présidentielle ou non nous-mêmes, ou si on signe un pacte, un peu sur le modèle Hulot. Mais ce n'est pas moi qui vais décider, parce que je suis démocrate. C'est-à-dire que ça suffit. Ces gens qui s'auto-sacrent, qui se déclarent, à un moment, nous faisons un mouvement de démocrates, donc par notre application, on décidera ce qu'on fera. Mais c'est pas la même histoire de décider avec un petit parti à 12 000 ou avec 1 ou 2 ou 3 ou 4 millions de gens. C'est-à-dire qui seront rentrés dans une culture référendaire. Et si on doit y aller, le programme il sera extrêmement simple. Ça sera une quinzaine de référendums qui, dans la foulée de la présidentielle, permettront de faire rentrer dans les faits les désirs profonds des Français. Et à ce moment-là, on n'aura pas un Conseil des ministres qui sera le fait du prince, mais il y aura 15 représentants des désirs profonds de la nation et qui seront les garants de son exécution. En allant rapidement à la Trump, on va dire, quand il a signé ses 100 décrets. Alors, il est arrivé. Sans comparaison sur le fond. Hein, mais... Je préfère dire à la De Gaulle, que fait De Gaulle en 1958 ? Il va gouverner 6 mois par ordonnance et il publie 315 ordonnances. Donc le 15e référendum demandera ça, la possibilité pendant 6 mois de gouverner par ordonnance pour appliquer tout de suite. Parce que je ne veux pas que les partis tripatouillent derrière. Cette fois-ci, si le peuple décide, il faut qu'il soit obéi. Respecter, aimer. Aimer. Écouter, aimer. Et donc, on proposera ça. Et puis après, ils feront ce qu'ils voudront. Et je dis ça parce que quand on aime quelqu'un, comme j'aime la France, on ne peut pas vouloir le faire évoluer plus vite qu'il ne veut. Quand on a des amis et qu'on essaye de les aider et qu'eux-mêmes ne veulent pas s'aider, on ne peut pas. Donc, ce qu'on peut faire par amour avec un ami ou avec son pays... Pour un enfant, on décide pour l'enfant. Mais vous pensez que les Français sont une nation adulte, ils sont adultes, responsable. Ouais. Donc, on va leur proposer à tout un processus démocratique puissant, fiable, porté par des gens, parce que chaque référendum, toutes les équipes qu'on embarque, il y a des hyper compétences derrière, et extraordinairement solides, et qui vont apporter leur crédit dans les questions et dans les réponses que l'on proposera. Et comment je réunis ça ? En aimant tous ces gens. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui travaillent pour nous. Mais vraiment beaucoup. Et pour ceux que vous rencontrez régulièrement, les pêcheurs, les agriculteurs, régulièrement, on vous voit proche d'eux. Les compétences professionnelles. Quand je parle d'amour, vous avez invité quelqu'un avant moi, Charles Lalonde, que comme tout le monde, j'ai regardé. Le type se fait injurier de partout. Incroyable. Se fait traîner dans la boue. Il continue. Je ne le connais pas. Mais manifestement, il est mu par autre chose que par son petit nombril. Incroyable. Ça se voit. Quelque chose de plus grand que lui. On voit qu'il y a un type qui, tout à coup,
dit je suis député. Et qu'on soit d'accord ou pas avec Oui, ça. je dois poser des questions sur l'emploi de l'argent public. Mais on sent qu'il est au-delà, Oui. effectivement. Oui. Il est dans sa pleine mission de politique. Oui. Il n'est plus un animal partisan ou je ne sais quoi. Mhm. On voit bien qu'il y a autre chose. Sinon, d'ailleurs, il ne tiendrait pas. Parce que c'est le sort qui lui est réservé comme très violent. Donc, je prends cet exemple. Je pense qu'en ce moment, on est tous en train de se transformer. Et qu'on risque d'être tous plus grands. Et que donc, au soir de la présidentielle, quelle que soit la personne élue, si nous réussissons notre aventure, si on est élu, je dis on, parce que le rôle du président à ce moment-là est très différent, puisque les 15 représentants des référendums ont un pouvoir colossal. Mais si on réussit cette grande mue française, on sera tellement heureux et fiers de nous. Et en plus, tous les techs qui travaillent sur l'application, il y a beaucoup d'étrangers. C'est un Suisse qui s'appelle Alexis Roussel, qui est un des ponts des crypto-monnaies, qui est aussi un citoyen suisse de culture référendaire, qui fait passer des référendums à Neuchâtel. Et pour l'instant, il parle de l'application dans des congrès de hackers internationaux. Et qu'est-ce qu'ils disent, tous ces gens ? Ils disent, mais si vous, Français, vous basculez dans la culture référendaire et que vous avez l'outil, mais le monde entier voudra l'outil. Parce que la société algérienne n'arrive pas à se faire entendre. Au Népal, ils n'arrivent pas à se faire entendre. Enfin, je veux dire, le nombre de sociétés qui n'arrivent pas à exister, c'est invraisemblable sur Terre. Et ils disent, peut-être que vous allez renouer avec votre rôle, vous, Français, qui est de faire avancer. Et... En tout cas, vous appelez les Français effectivement à renouer avec la France, oui. à se transformer à travers cette application non seulement, mais aussi à transformer, à se dépasser pour la France. Oui. D'ailleurs, on va appeler nos téléspectateurs, pas nos téléspectateurs, j'ai l'habitude de la télé, mais ceux qui nous regardent à s'abonner. D'abord sur YouTube, sur cette chaîne YouTube, à nous suivre aussi sur toutes les plateformes de podcast et puis évidemment de vous suivre sur votre projet de référendum. Et j'aime bien lorsque vous dites, Alexandre Jardin, qu'aujourd'hui les Français doivent se transformer. Ouais. Doivent se transformer pour oublier son petit soi et se dire que maintenant, est-ce qu'on veut sauver la France? Est-ce qu'on veut aller plus loin? Est-ce qu'on veut aller embrasser une cause qui est plus grande que nous? Embrasser une cause qui nous dépasse? Sinon, à quoi bon vivre? Sinon, son petit soi et son petit moi. Voilà, exactement. C'est absurde. À quoi bon vivre? Oui. C'est absurde. Oui. Si... Et on est en situation on est au pied du mur, on est en danger, on est devant une France en déclin, on est devant une France en déclin et en décadence. Est-ce qu'on aime les autres? Est-ce qu'on pense que les autres sont tous des salauds et des... on n'en sortira jamais. Est-ce qu'on se réinitialise en mettant l'amour... Au moment où on va inviter les gens à voter, très sincèrement, j'ai mon opinion sur chaque référendum. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important que le résultat, c'est le processus. Tout à fait, le processus. Parce que le processus nous fait rentrer dans une autre culture. Et on va se réinitialiser. On a cette puissance-là. Il faut juste Vous êtes qu'on organise. Dans le positif, l'espoir. Ah oui. L'espoir pour la France. L'espoir par le référendum. Et puis aussi... Il y a 15 jours, il y a eu un mot qui m'a fasciné d'une femme. J'étais en train de boire un café. Je travaillais dans un café avec mon ordinateur. Et elle était en train de lire mon roman. Et elle arrive et elle me dit... Celui-ci ? Oui, celui-là. Elle est en train de le finir. Et elle me dit, je peux vous dire, je vous dérange. Je voulais juste vous dire que ce livre est en train de réinitialiser mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Alors justement, j'ai passé 1 heure avec cette femme pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et elle se rendait compte qu'elle ne s'était pas encore réveillée. Qu'elle n'avait pas encore demandé à l'amour de la transformer. Elle avait voulu rentrer dans ces histoires d'amour intactes en restant immobile et figée. Sans se donner. Oui, sans se donner, sans donner complètement, sans être dans un risque absolu. Et sans être dans l'abandon.
Et c'était une sublime conversation. C'était une Française qui était là, qui était en train de s'interroger. Et là, j'étais fier de ma culture. Je me suis dit, merde, c'est quand même extraordinaire de parler de ça avec une femme comme ça que je ne connais pas dans un café. C'était une femme qui se demandait comment elle allait se réveiller. Moi, j'ai envie aussi de parler d'Alexandre Jardin aussi, de comment vous en êtes arrivé là, comment vous avez grandi. Je sais une chose, c'est que l'amour de votre père a été capital. Oui. Comment vous êtes construit, déjà dans l'éveil à l'amour, bien sûr, parce que votre père vous aimait énormément. Et comment était le petit Alexandre Jardin? Enchanté. Enchanté par un enchanteur qui était ce père. Et qui avait un accès à la vie très particulier. C'est un homme qui est mort à 46 ans, très jeune, qui a écrit plus de 100 films, une grande partie des classiques français des années 60-70, le Vieux Fusil, La Veuve Coudert, Le Chat, une partie des Deux Funès, hein, et Angélique, Marquise des Anges. Et certaines années, il écrivait 17 films par an. Et c'était un homme qui n'avait aucune forme de frein, qui sur l'autoroute, quand il y avait un panneau autre direction, il me disait, si on allait à autre direction? Non. Et il sortait. Et puis au panneau suivant, il me disait, on va à autre direction. Non. J'adore. Et il nous arrivait des trucs le champ du possible. Tout était ouvert, tout était possible à tout moment. Tout le temps. Il permettait... la créativité, quand j'ai le rêve. 14 ans, un an avant sa mort, je suis fou amoureux d'une fille slovène que je raccompagne au train qui repart pour la Yougoslavie. Je pense que je vais mourir. je suis en larmes. Et papa me dit, on va rattraper le train. Oh. On sera à Ljubljana, sur le quai à son arrivée. On l'a fait? Non. Si. Oh, c'est beau. Mais il faisait ça. Et puis après, ça tourne mal parce qu'elle m'avait caché qu'elle avait un boyfriend qui avait 4 ans de plus que moi, qui était un malabar, qui l'attendait sur le quai. Mais c'est beau quand même d'avoir vécu jusqu'au bout de l'aventure, jusqu'au bout de ce que vous puissiez faire à ce moment-là, que vous puissiez donner. Oui, voilà. Mais vous avez il tout y donné allait, lui. avec votre papa. Ouais, il y allait. Mais il était dangereux, hein. Votre père? Oui. Il vous parlait aussi comme un homme depuis 7-8 ans. Oui. Comme un adulte. Il me disait toujours, quand on fabriquait des objets fous, des poissons volants en bois. Et quand on fabriquait tout ça, pour les femmes qu'il aimait, il me disait toujours que c'était la grande affaire. Il me disait... La grande affaire, c'était son mot, ça. Ah oui, la grande affaire, c'était de rencontrer vraiment sa femme. Et il me disait toujours, le jour où tu vas faire l'amour à ta femme, c'est là que la vie aura lieu. Mais vous disiez ça, vous aviez 7-8 ans, c'est quand même incroyable. Petit. Et vous ne compreniez pas pour autant. Je ne savais pas trop de quoi il parlait, mais je sentais qu'il y avait un mystère incroyable qui était devant moi. Oui. Et je me souviens même, mes copains étaient souvent interloqués parce qu'ils parlaient de choses essentielles, en fait. Qu'est-ce qu'il a insufflé en vous, votre père? Une immense liberté. Une immense liberté. Il m'a appris tout petit que réellement tout est possible. Alors que on peut être traversé par l'idée, mais si on n'a pas vu quelqu'un le vivre, à un moment il était fou amoureux d'une fille qui était danseuse dans un cabaret où il m'a emmené avec mon correspondant anglais au Paradis Latin. Non, à l'Alcazar, pardon. Et qui était un endroit complètement dingue. Et je rentre, je me souviens, avec mon correspondant anglais, et il y avait un fou qui était habillé en blanc, qui s'appelait Jean-Marie Rivière, qui présentait le spectacle, et il y avait une femme nue dans une cage, domptée. et papa me dit, c'est elle que j'aime. Non. Si. Vous aviez quel âge? J'avais 14 ans, 14 avec l'anglais, qui m'a dit, on ne dira rien à Londres. Mais c'était... Je pense qu'on n'a même pas idée aujourd'hui de ce qu'a été la liberté de cette génération des années 70 et des gens de cinéma de cette époque. Et donc, j'étais au courant que le passage sur Terre présentait quand même de grands dégagements. Qui avait... De grandes possibilités. Oui. Et que le romanesque était autorisé. Pour de vrai.
en réalité, et pas que, Oui. pas que dans les livres, pas que dans Non. l'abstrait. Et puis tous ses amis étaient comme ça. Il était très proche de Delon, par exemple. Et la dernière fois que j'ai eu Delon au téléphone, il m'appelle et il me dit... D'abord, je ne reconnais pas sa voix. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il appelle. Et il me dit, c'est moi. Et je dis, c'est qui et puis il me dit, moi. Il me dit, Pascal. Je comprends que c'est lui, à ce moment-là. Et je lui dis, c'est Alexandre. Et il me dit, je t'appellerai Pascal et tu l'accepteras. Et pendant 1 heure, il parle à papa en me parlant au téléphone. C'est-à-dire? Il lui parle de leur amitié, des films qu'ils ont faits, qu'ils auraient dû faire, du cinéma. C'est extraordinaire d'appeler le fils pour parler au père. Donc, je veux dire, on est à des niveaux de poésie, de liberté poétique. Donc, tout ça, je l'ai appris dans son monde. Et je dis son monde parce que c'est pas seulement lui, ça peut être l'autre 30 ans après qui appelle pour appeler papa. Mais voilà, c'est ce qui a construit le Alexandre Jardin qui aujourd'hui est sur la voie de rassembler tous ces Français. Oui. Oui, mais dopé aussi par cet esprit, comme vous dites, de liberté, cet amour, ce champ du possible. Et alors qu'aujourd'hui, très français. Mais alors qu'aujourd'hui, quand même, chez les Français, dans beaucoup de familles, on ferme la possibilité du possible, on ferme la possibilité de liberté. On est dans une société qui, si on observe bien, est de plus en plus liberticide. On nous empêche de rêver, on nous empêche de croire que tout est possible. On se bloque nous-mêmes. On n'insuffle pas dans le cœur des enfants aujourd'hui, qui sont souvent dans la dépression, cette envie de rêver, d'aimer, d'avancer, de vouloir embrasser des causes plus grandes que soi. Ça aussi, c'est grâce à l'amour de votre père. Il ouvrait ça. Il ouvrait ça. Et c'est vrai qu'une des difficultés, par exemple, c'est drôle, pendant que vous parliez, je pensais à une des difficultés que j'ai avec les équipes qui préparent les référendums, c'est que très souvent, quand je les fais travailler, ils viennent avec des solutions qui intègrent les problèmes. Ils se limitent. Et je dis non, on va reprendre la copie. C'est ça. On est en 1946. C'est ça. Au moment où on crée la Sécu. On est en 58. Il y a des moments où, dans l'histoire de France, on doit reprendre la copie. Donc, vous reprenez la copie et vous vous autorisez à construire ce qu'il nous faut. Elle a dit, oui, mais il y a un tel règlement européen. M'emmerdez pas avec ça. On va s'adresser au souverain. On va mobiliser le souverain. On va pas le déranger pour 3 virgules. Donc, on va essayer de l'aider. Donc, libérez-vous dans vos têtes. Ah oui, mais tu comprends, on ne peut pas passer... Stop. Stop. Aimer la France, ce n'est pas ça. Complètement. Mais ça vient effectivement. J'aime bien parce que votre champ du possible, vient de tout votre parcours. De quoi vous avez été le plus fier dans votre parcours jusqu'ici, Alexandre Jardin ? De quel livre, de quel engagement citoyen, de quelle rencontre, ou bien de quoi vous avez été le plus fier, vous qui êtes la définition même de la liberté et du possible ? Très franchement, à peu près rien. Non. Fier de rien ? Oui. Non. Ça m'a toujours semblé... Je pense que si on réussit collectivement ça, je serais fier. Votre regard s'éteint. Oui, mais par exemple, Lire et faire lire, qui est un énorme succès populaire, est pour moi un échec. Pourquoi ? Parce que 800 000 enfants, c'est pas 5 millions. Vous ne mettez pas la barre trop haut ? Non. 5 millions, c'est la France. Là, on a réussi une très grosse association. Mais ça n'a jamais été ça, mon ambition. C'est de faire une nation de lecteurs. Donc, peut-être qu'on y arrivera avec d'autres moyens d'État ensuite, mais pour l'instant, je le ressens encore comme un échec. Parce que ça n'est qu'une énorme association. Or, le rêve, c'est que la France soit l'endroit du monde où les enfants liront le plus. C'est pas le même format. Donc, c'est vrai que pour l'instant, le dernier roman, je suis fier. Osez. Celui-ci ? Oui. Ah oui. Oui, je suis vraiment fier. La femme qui inventa l'amour. Oui. Pourquoi ? Une petite fierté quand même. Oui. Pourquoi ?
Je suis fier d'elle. Hmm. Je suis fier de cette héroïne. Hmm. Je suis fier de la réveiller. Parce qu'elle est plus grande que moi. Et elle est vraiment plus grande que moi. Peut-être La aussi, femme qui non, inventa j'ai l'amour. parlé un peu vite. Il y a un livre dont j'ai été fier, qui s'appelle Des gens très bien, sur mon grand-père très collabo, Oui. qui était le DIRCAP de Laval en 42-43, ce qui est insoutenable. Et alors? Et j'ai été fier de le publier. Pourquoi? Parce que tant que je ne l'avais pas publié, j'étais dans le déshonneur. Dans le déshonneur du non-dit familial. Et c'est un livre qui m'a pris toute une vie parce que je ne comprenais pas l'absence de culpabilité dans ma famille. C'est vraiment un régime atroce. Atroce. Enfin, Comment ça a été accepté dans votre famille, ce livre? Ça l'a dont coupé vous en êtes deux. fier? Mais j'étais fier de ce schisme. Il me convient. Ça aussi, c'est l'amour de la France. Oui. C'est vraiment l'amour de la France. On est fait de tout ça. Et on va faire mieux. Reconnaître ses erreurs, reconnaître là où on a blessé la France. Oui. Là où on a été... Et puis c'est un livre qui était terrible parce que ça s'appelle Des gens très bien, parce que rien n'est pire que le moment où les gens très bien font le mal au nom de la morale. Et au fond, c'est un livre qui m'a amené à beaucoup réfléchir sur la manipulation de la morale. C'est toujours ce qui va permettre les saloperies. Vichy, c'est un déluge de morale. Et puis on brûle 70 000 personnes. Robespierre. Un déluge de morale. Et on décapite de nombreuses personnes. Le communisme, c'est un déluge de morale. Et on tue. Et dans tous les contextes extrêmement différents, la manipulation de la morale, les ZFE, alors, je ne dis pas que c'est la même intensité, bien sûr, mais c'était au nom de la morale, c'était pour faire le bien, c'était pour purifier l'air. Et les antifas, par exemple, qui au nom du bien, justement... Au nom du bien, vont tuer un gamin. C'est toujours ça. Et au fond, peu importe la couleur, parce que les conditions historiques varient, mais en ce moment, on a ça, nous. On a ça. C'est des gens qui, au nom du bien, vont finir par tuer un jeune homme. Et puis ensuite, on voit bien que dans le débat public, il y en a plein à gauche, l'extrême gauche, qui n'arrivent pas à juste dire « Oh, c'est un humain, là. Oh, qu'est-ce qui vous prend, là ?» C'est un enfant, il a un père, il a une mère, il a une sœur. C'est le fils de quelqu'un, c'est l'ami de ses amis, c'est quelqu'un, quoi. Et en fait, c'est ça ce que j'appelle la perversion de la morale. Ce qui est terrible, c'est que dès que quelqu'un pense agir au nom du bien, il a le droit de n'importe quoi. Il a le droit de virer les pauvres des villes, il a le droit de tuer un gamin. Et donc... Et il se permet effectivement de désigner son ennemi. Oui. Il se permet de désigner son ennemi, à partir de là, tout est possible. C'est la fin de l'amour. Alors, par exemple, si on continue c'est la fin de l'amour. Si on continue sur ce profil-là de ceux qui tuent au nom du bien, ce sont ceux qui tuent la France aussi. Ouais. Ce sont aussi l'extrême gauche, là, les antifas qui tuent la France. C'est un sac de haine en ce moment. Et qui, au nom de, effectivement, on veut sauver la France, ils tuent la France. Oui. Et puis, ils nous déshonorent. Parce qu'on doit être un peuple bien. Fondamentalement, être français, ça doit signifier adhérer à une forme d'humanisme. Et où l'autre est tenu en haute estime. Et là, il n'y a plus ça. Vous voyez, vous, cette évolution de la France, effectivement, qui est tombée dans l'autodestruction par rapport à mais quand on va vous étiez soigner petit. cette crise de la démocratie. Par beaucoup plus de démocratie directe. Les antifas, ils disent que la démocratie passe par la rue, pas par les urnes. Elle passe d'abord par le rétablissement d'une culture. Il y a un truc qui m'a beaucoup impressionné en Suisse. Quand les gens perdent un référendum, personne ne perd, parce que tout le monde a pu parler. On n'a pas écrasé la tête de l'adversaire. Il a pu dire. Et puis il a perdu.
Et puis, on Vous perd pas pensez tout. qu'aujourd'hui, il y a des gens que tout le monde est capable d'accepter le verdict d'un référendum? Pas sûr. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de s'opposer à un référendum que de s'opposer à un exécutif. Mm. Parce que la bataille morale est quand même perdue. Mm. Euh, et donc, c'est très important de remettre une hiérarchie morale par le bien commun. Mm. Et donc par la démocratie. Mm. Alors, ça ne veut pas dire que les plus radicaux vont accepter la voix du peuple, mais c'est moralement très compliqué d'attaquer le peuple. Et c'est ça qui est tellement puissant dans la démocratie helvétique. Hein. C'est un peu beaucoup plus avancé que nous, en termes de respect. Et je pense aussi que les nations, par moments, sont modelées par la puissance de leurs institutions. Les Suisses, ils ne sont pas génétiquement différents de nous. On est d'accord. Mm. Non, mais ils vivent dans un environnement où tous les exécutifs savent qu'ils doivent écouter. Mm. Parce qu'ils peuvent prendre un référendum dans le nez. Mm. Donc il y a une qualité d'écoute dans la décision qui correspond à l'idée que je me fais de la grandeur. Mm. Et de l'amour. Et que vous recherchez effectivement à travers le mouvement Légueux et à travers ces référendums pour inviter le peuple à réfléchir, à parler, à discuter et à être entendu après par les pouvoirs publics. Mais espérons effectivement non, pas entendu, à décider. À décider. Oui, mais espérons que les pouvoirs politiques puissent pouvoir effectivement écouter et passer à l'action après. Je n'en ai aucun doute. Oui, je n'en ai aucun doute. Parce que pour l'instant, on est dans le n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'expression. D'ailleurs, ils ne veulent pas. Donc, donc on va le faire à leur place. Mais c'est vrai que lorsque j'ai compris qu'on pouvait construire des infrastructures parallèles à l'État pour garantir la fiabilité d'un résultat, je me suis dit que le vent de l'histoire soufflait à nouveau. Le vent de l'histoire et le vent de l'espoir. Oui, vraiment, le vent de l'espoir. C'était début août. Un de mes fils, qui est le directeur commercial d'une compagnie très high-tech, me dit « Tu rentres tout de suite à Paris, le 16. Je veux que tu vois Alexis Roussel. » Je dis « C'est qui ?» Il me dit « C'est un des actionnaires importants de la boîte pour laquelle je bosse. Mais c'est surtout un grand penseur. C'est un homme, c'est un des hommes qui est derrière une grande partie des crypto-monnaies et qui est un vrai défenseur de la liberté et qui a peur que notre identité numérique soit entièrement absorbée par les gens américains. Enfin, il y a une forme. Il me dit tu dois le voir. De volonté de souveraineté. Oui, très forte. Puis une dignité incroyable à l'intérieur de cet homme. Et une grande simplicité. Et je lui dis, ça m'emmerde, parce que le 16 août, je voulais aller à la plage. Il me fait, papa, le mouvement des gueux est médiéval. Tu sors du Moyen-Âge. Va écouter ce que la modernité va apporter à la démocratie. Et Robinson, il s'appelle Robinson, mon deuxième fils. Et Robinson a organisé ce rendez-vous. Il m'a dit, écoute. Écoute, il est porteur d'autre chose. Et c'est à ce moment-là que je lui ai demandé s'il pouvait fabriquer cette application. Il m'a dit que c'était un énorme défi technologique. Et là, on est en train mais c'est dur. Hein. Donc, depuis le mois d'août, et ça prendra à peu près 6 mois. Je suis sur leur dos tous les matins. Parce qu'on a encore des derniers soucis technologiques. Et pourquoi ? Parce que si la technologie libère vraiment, c'est sublime. C'est magnifique. Quoi. Oui, elle a ses avantages et ses inconvénients. Oui, donc si on peut s'en servir aussi pour de la beauté, c'est-à-dire pour de la dignité, en fait. Et Alexandre Jardin, pour terminer, parlez-moi un peu de ce que vous laissez à vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre ? Comment vous les avez élevés ? Comment vous les avez élevés à voir demain ? Alors, très différemment, parce que j'en ai 5, plus une belle fille, et puis celle que j'aime a
2 enfants en Amérique du Nord. Donc, il y a beaucoup d'enfants. Et donc, je n'ai pas été le même. J'ai peut-être été moins conscient au départ. Comme tous les parents. Comme tous les parents. Mmh. Et d'abord, dans toutes ces aventures... Quand vous dites moins conscient de de mes manquements, de mes absences, de présence, de qualité de présence. Ma dernière fille porte un prénom sublime qui résume, au fond, la réponse. Elle s'appelle Liberté. C'est son prénom. Quel âge a-t-elle? Elle a 13 ans. C'est ce que vous avez envie de transmettre. Oui. Ce que votre père vous a transmis. Et puis je trouve que pour une fille, c'est génial comme prénom. Incroyable. J'adore l'appeler dans la rue. Oui. Liberté! Est-ce qu'elle aime son prénom, elle, au moins? Oui, elle m'a toujours dit, quand elle me désobéit, elle dit, papa, c'est mon nom qui me fait libre. Vous n'avez plus d'autorité sur la liberté. Tant mieux. Tant mieux. Ça sera pas commode, mais j'ai pas envie forcément qu'il soit commode. Je préfère qu'ils désobéissent à la bêtise du monde. Désobéir à la bêtise du monde, j'aime mieux, parce que lorsque vous parlez d'amour tout à l'heure, c'est remettre en question les situations d'obéissance. Oui. On y revient. Oui. Ils sont... Si le mot n'avait pas été sali ou tordu, ils sont vraiment insoumis. Un dernier mot, Alexandre Jardin, pour ceux qui nous regardent, qui vous suivent, qui vous écoutent, qui s'engagent avec vous, avec les gueux, ou bien qui s'engagent derrière vos mots d'amour, amour pour cette femme, amour pour la France, amour pour cette liberté, le mot de la fin. Oser. Oser. La vie est très courte. Mais oser. Merci beaucoup. Ouais, vraiment. Et oser tout de suite. Ce soir. Oser tout de suite. La vie est courte. Oser maintenant. Merci d'avoir suivi notre podcast Quelle Histoire. Le podcast est l'histoire de ceux qui aiment la France. Merci Alexandre Jardin. Abonnez-vous à Quelle Histoire et suivez-nous sur tous nos liens de podcast. Excellente fin de journée.